l'écrivain. On se retrouve pour une petite vidéo. On lit ceci, La ville au plafond de verre de Romain Delplanque aux éditions de l'Homme sans nom. Il faut savoir déjà que c'est un spin-off. Mais pour moi, c'est un spin-off qui se comprend complètement en dehors de l'univers de base. C'est Le Sang des Princes, une duologie donc, de Romain Delplanque qui a dû être publiée en 2015, un truc comme ça, alors que ça c'est de 2018, 2023, etc. Le Sang des Princes, c'est sorti en poche, si ça vous dit. Moi, dès les premières pages, j'ai su que c'était pour moi. Ça match exactement dans ce que j'aime beaucoup. Je vais vous lire le pitch, je vais vous lire le 4e de couverture et je vais vous en parler un petit peu plus. C'est une vidéo qui va se faire en 3 parties. Donc là, au bout de 3 semaines de lecture, je vais vous dire ce que j'en pense. Et je ferai un petit checkpoint dans 3 semaines et la fin, dans le final point dans 6 semaines. Coroste bouillonne. Dans la capitale économique de l'ancien empire des Trois Terres, déjà noircie par la fumée de ses verreries, on sent désormais la poudre des arquebuses. Ces rues regorgent de blessés de guerre et de réfugiés. La cité crépite de tension entre ses très nombreux et très pauvres verriers et les riches et savants forgiers, propriétaires de l'art noir, le mystérieux métal capable de transformer les rayons du soleil en énergie. L'alliage de leur science a bâti la renommée de Coroste, leur rivalité préfigure son explosion. Dans ce chaudron vivent Énique, l'institutrice, Istven, le jeune orphelin, et Catlic, la sœur éplorée. 3 vies, 3 destins emmêlés dans l'écheveau de fils tissés par les jeux de pouvoir de la ville, 3 mèches allumées qui peut-être transformeront la poudrière en bombe. Donc, ensuite, on a un petit pitch sur l'auteur. Avec la ville au plafond de verre, Romain Delplanque, auteur du remarqué Sang des Princes, donc une duologie, qui fait, je crois que c'est des bouquins qui sont assez gros aussi, nous entraîne dans la tourmente d'une ville en insurrection et dans la destinée terrible de 3 de ses âmes, à la fois héros et victimes de sa grande histoire, avec un grand H. Donc l'illustration et la conception, c'est François-Xavier Pavion. Je vous invite à regarder, si vous écoutez dans votre voiture, je vous invite à aller regarder un petit peu à quoi ressemble ce livre-là. On a 3 personnages principaux dont les points de vue vont alterner. Juste pour info en passant, ça va pas être une alternance stricte du genre personnage A, personnage B, personnage C, on revient à A, B, C, etc. Des fois ça peut changer un petit peu au fil de l'histoire. En fait, on a 3 personnages différents. On a Catlic, qui est une jeune femme qui est étudiante, qui vient d'une famille privilégiée, donc l'équivalent des bourgeois. On a, dans cet univers, on avait, si vous voulez, les aristocrates qui s'appelaient des barons Tesson et qui ont un petit peu monté la ville en fait, mais c'est une aristocratie qui a déchu avec la montée, ça se dit a déchu, je sais plus, qui a déchu. Mais cette aristocratie est tombée un peu en désuétude et a perdu du fric aussi, et ça a favorisé l'émergence des bourgeois qui sont les forgiers. Les forgiers travaillent à un métal particulier, donc l'art noir, qui a besoin du soleil pour produire de l'énergie. Donc l'art noir, il va être présent et utilisé dans par exemple le linéaire, qui est un espèce de métro aérien ou un tram aérien, un truc vraiment accroché très haut hein, dans la ville. Et on a aussi les verriers qui, eux, sont des fabricants de verre à partir d'un sable qui s'appelle la charbine. A priori, c'est un sable qui est instable, qui peut brûler ou exploser. C'est ce qu'en disent en fait des histoires. On est sur un pays qui donc Coroste c'est la capitale et Corsican c'est je sais pas comment ça se dit hein. Corsican c'est le pays. C'est un pays qui accueille beaucoup de réfugiés parce qu'il y a des guerres et c'est une guerre qui est en train d'être perdue par Corsican, Coroste, etc. Ce qui fait que ils ont les soldats qui étaient des soldats pauvres qui sont morts, en fait, donc il y a d'autres soldats, d'autres vagues de soldats pauvres qui sont partis, puis d'autres vagues, etc. Mais comme ils sont en train de tous mourir les uns après les autres, les riches commencent à envoyer leurs enfants.
leur fils. Donc là, on est vraiment sur une guerre qui se perd. Et tout le monde le sait, mais ils y vont quand même. Et Catholic, en fait, c'est une jeune femme qui est universitaire, plus ou moins, qui vient d'une famille bourgeoise, qui est forgière. Enfin, elle n'est pas vraiment forgière, mais la bourgeoisie, en fait, a récupéré tout ce qui est rite et fabrication de l'art noir, donc le métal qui produit l'énergie au contact du soleil, si j'ai bien compris. Et ce sont des gens qui sont très privilégiés et qui ont tout un rituel qui se vide de sens, mais grave. C'est quand on lit en fait le point de vue de Catholic, on voit à quel point le monde dans lequel elle vit est complètement faux et complètement creux. C'est qu'un monde d'apparence et ça lui sort par les yeux. Elle supporte pas. Son père, il a une place particulière sur le damier politique, on va dire. Et son père, il doit. Il y a vraiment une question d'apparence et ce qui fait que c'est du toc en fait. La vie, toute la vie de Catholic, c'est du toc. J'ai envie de vous lire une partie du premier point de vue. D'ailleurs, avant le premier chapitre, on a que vaut une ville au fond? Vaut-elle les navires qui en cinglent? Vaut-elle les cargaisons de lin et de soie? Vaut-elle ses murailles, son acier, son fer? Vaut-elle sa réserve de poudre? Chiffrerait-on les milliers de litres de sang qui animent les artères de ses habitants? Mais Coroste ne valait ni son lin, ni sa poudre, ni son sang. Coroste valait son verre et son métal noir, et la science de les faire tenir ensemble. Donc quelque part, en fait, l'histoire de la science de les faire tenir ensemble aussi, c'est que la production de l'art noir nécessite la fameuse charbine. La fameuse charbine qui est instable et nécessite donc quelque part les travailleurs pauvres qui la manipulent. Mais c'est quelque chose qui est assez instable. Et si par exemple on a un forgier qui veut travailler spécifiquement sur la charbine, c'est pas très bien vu. Donc on a un monde qui est vraiment super hiérarchisé entre les riches, les pauvres. On est sur un monde où l'éducation est très importante chez les pauvres. Et je vais vous lire juste un petit peu le début du premier chapitre. Je vous dis juste aussi, chaque chapitre a une illustration pleine page, c'est toujours la même illustration, avec donc le numéro du chapitre, le nom de la personne, le titre et la date. Et grosso modo, on est sur une durée de 6 mois dans la narration. On commence fin janvier, mais je crois qu'on finit au mois de juin. Donc Catholic, c'est l'endeuillé. Je vous dis juste un peu... Catholic Felfédis sanglotait à chaque frappe. Son bras nu et tatoué balançait le marteau, dont la tête ouvragée culbutait le burin, dont la pointe effilait, sacrifiait un pic noir. Une larme pour chaque pépite arrachée, chaque arabesque gravée, une larme pour chaque étincelle. Autour d'elle, il la regardait. En randonnion, il la regardait. Il se regardait. Il regardait son père qui avait tenu à se montrer malgré tout et qui se tenait debout au fond du grand amphithéâtre de l'école. Son père qui portait ses plus beaux habits de deuil tout en veillant à laisser visibles ses propres tatouages. Elle martelait. Sa belle tenue asymétrique d'étudiante des forges pendait à sa gauche. Dans la poche du revers, elle sentait les coins de la lettre pliée en 4, lui poinçonner les côtes à chaque coup. Elle avait reçu la lettre de son frère le matin. L'officier hussard avait frappé à leur porte pour leur annoncer la nouvelle quelques heures plus tard. Horrible synchronisme. Sa mère s'était effondrée comme une tour dont on aurait d'un coup sapé les fondations, devant les bras ballants et les bégaiements éternellement inutiles de son père. Elle gardait le lit. Lui avait tout de même insisté pour assister à la cérémonie. Sa fille célébrant l'acquisition de son 5e degré à la haute école, il ne pouvait pas rater ça. Il fallait qu'on le vît, ne pas rater cela. Un procureur de Coroste ne reste pas cloîtré chez lui, quelle qu'en fût la raison. Dans l'assistance, plusieurs de ses camarades et de ses professeurs jetaient des regards inquiets à la jeune fille. Ses larmes se voyaient, la nouvelle avait dû circuler. « Mademoiselle !» intervint le grand scribe, qui présidait d'ordinaire aux cérémonies de l'école. « Je vous en prie, nous pouvons reporter. Vous n'êtes pas obligée de poursuivre dans ces conditions. Ai-je fait une erreur ?
Le contraste entre l'humidité de ses yeux et la sécheresse de sa voix électrisa les os du vieux scribe. Aucune, mademoiselle, mais est-ce que j'ai gâché de l'art noir, Vragen? Est-ce qu'une seule des courbes de vitesse sort des repères? Pas encore, mais alors laissez-moi finir. Elle savait que le vieil administrateur lui passerait cette insolence. Elle savait que personne ici ce soir n'oserait lui reprocher quoi que ce fût. Je m'arrête là. Je vais pas vous spoiler parce que ça se passe vraiment dans les premières... là, ça n'a pas été dit spécifiquement, mais son frère s'est engagé, son frère est mort au front. Et c'est quelque chose qui a vraiment fait exploser la famille. On a donc une maman qui a complètement perdu pied, et Katlik qui essaye de tenir un petit peu debout, et qui essaye de comprendre ce qui s'est passé, et qui va découvrir en fait des choses sur son frère au fur et à mesure. Donc pour le moment, on va dire, je peux vous le dire parce que c'est vraiment présent dès le début, mais Katlik, elle va être menée par une enquête sur ce qu'était son frère réellement, parce qu'elle va découvrir des choses sur lui, et notamment quels étaient les liens qu'il avait avec les verriers et avec le quartier pauvre. Donc on est sur un monde qui est très hiérarchisé entre les riches, les pauvres, les aristocrates, qui sont qui se sont un peu cassé la tronche, quoi, qui ont de moins en moins de pouvoir, mais qui restent aristocrates, vous voyez. On a du côté de Isven, c'est un jeune qui... Isven, c'est un jeune qui vient des quartiers pauvres et qui a appris à lire avec le personnage numéro 3, Enic. Et Isven, c'est un étranger, il me semble bien, qui doit avoir 15 ans, 16 ans par là, et qui vient donc des quartiers pauvres et qui avait surtout de sacrées facilités sur les apprentissages. Il est loin, très loin d'être bête. Il a vraiment oublié d'être bête. On va suivre Isven à l'université, qui est plutôt réservée aux forgiers, donc aux bourgeois. Et Isven, c'est un orphelin. On apprend que chez les pauvres, en fait, quand l'université décide d'accueillir en son sein une petite poignée de pauvres pour les former, c'est un petit peu le truc gentil qu'ils font pour les pauvres, vous voyez. Isven, en fait, il a une pension parce qu'il est orphelin, et il a le soutien aussi des personnes de son quartier, et notamment de son ancienne institutrice, Enic. Et Isven, il va travailler... lui, ce qu'il veut, en gros, c'est faire sa place. Il a beaucoup de mal à faire sa place dans un milieu qui va l'élever, en fait, de sa condition sociale, tout en lui rappelant constamment d'où il vient. Et quelque part, en fait, en rejoignant l'université, il ne fait plus partie de son quartier. Et je trouve que ça fait vraiment mal au cœur, parce que c'est un gamin qui, il est tout jeune, il a plus de famille, et après il est archi débrouillard, il est intelligent, il va s'en sortir, c'est clair. Mais je trouve que ce qu'il subit de violence sociale est quand même vachement, vachement costaud. Personnage numéro 3, Enic. Enic, c'est une institutrice qui en fait anime des classes qui sont clandestines, parce que faudrait quand même pas trop les éduquer, les pauvres, vous voyez. Il faudrait pas qu'ils deviennent intelligents, puis qu'ensuite ils puissent, réfléchir et essayer de dépasser leurs conditions, et éventuellement renverser le pouvoir. Enic, elle a vraiment l'enseignement chevillé au corps, et elle a un côté qui est très militant par rapport à ça. Parce que clairement, ce qu'elle fait, en fait, c'est plus ou moins illégal, donc c'est caché. Et on va se rendre compte assez au fil des chapitres qu'Enic, elle a eu une place très forte dans une espèce de révolte qui a eu lieu quelques mois avant, sur fond de guerre et tout ça. Donc Enic, elle traîne clairement ses guêtres dans des endroits qui sont militants, qui
peuvent être dangereux pour sa vie, sa santé, etc. Elle peut être enfermée. On a des organisations, on a une milice qui est plutôt organisée par les bourgeois. On a un espèce de service de sécurité aussi qui est plutôt du côté des pauvres. Et donc vous voyez, on est littéralement sur une poudrière. Ça risque de péter. Et ça, on le comprend très vite. Et le truc qui est super intéressant, c'est que c'est la quête de Katniss sur les liens de son frère avec le quartier pauvre et avec la forge, l'art noir, la charbine. Donc l'art noir, c'est le métal que manipulent les bourgeois qui produit l'énergie au contact du soleil. Et la charbine, c'est un espèce de sable qui permet d'économiser de l'art noir et donc de produire plus, mais c'est un truc qui est instable. Et ce qui fait que la quête de qu'est-ce que mon frère faisait avant, qu'est-ce qu'il était en fait, qu'est-ce qu'il faisait, c'était quoi sur quoi il travaillait exactement à l'université, c'est quoi ses liens avec ces gens du quartier pauvre, ça fait que Katniss, elle va finir par rencontrer les autres, parce qu'elle ne les connaît pas, Sven et Nick au début. Mais c'est le lien en fait. Ce frère qui est mort, très loin, à l'autre bout du pays, ou peut-être très très loin, ou dans un autre pays, ça va être le lien entre les trois. Et je trouve que c'est hyper intéressant. On est sur un univers qui est vachement touffu, on va avoir beaucoup d'informations qui vont être apportées, qui viennent enrichir à la fois la caractérisation des personnages, la caractérisation de l'univers, parce que pour moi on est dans un univers qui est un personnage, en quelque sorte, et c'est hyper intéressant. Bon, je vous avoue que je me perds un petit peu, peut-être parce que c'est une lecture qui s'étale dans le temps, puis moi j'ai une mémoire de poisson rouge, mais je me perds un peu perso entre les différents personnages avec beaucoup de consonances identiques. Bon, on a beaucoup de femmes dont le prénom finit en ic. On a Enick, on a Katniss, on a Philic, on a plein de personnages qui finissent, on a plein de personnages féminins dont le prénom finit par ic, ika. Et après, on n'a pas forcément des noms ou des prénoms qui vont être très 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 compliqués, mais je trouve que même des personnages secondaires qu'on voit 3-4 pages sont très bien décrits et on les reconnaît en fait. Si on les recroise quelques temps après, on s'en souvient. Si on a été un peu attentif. Mais bref, je trouve que c'est un livre qui est très prometteur pour moi et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner par la suite. Rebonjour par ici. Donc je fais un second petit vlog lecture qui sera un peu plus court sur le deuxième tiers de La ville au plafond de verre de Romain Delplanque, donc paru aux éditions de L'Homme sans nom. Évidemment, comme j'ai pas envie de vous spoiler, je vais pas trop rentrer dans les détails pour vous donner en fait suffisamment d'indications pour comprendre ce qui se passe sans avoir trop d'indications pour vous dire bah, c'est bon, elle a dit tout ce qui se passait dans le bouquin, j'ai pas besoin de le dire. On est toujours sur une idée de lutte des classes entre les verriers qui font fondre du verre et qui utilisent la charbine. Donc la charbine, c'est un matériau qui n'est pas noble, contrairement à l'art noir, mais qui est utilisé quand on forge l'art noir. Et on a cette lutte des classes parce qu'il y a les verriers qui sont pauvres, qui vont se choper des maladies comme la graille qui ressemble à la silicose, donc la maladie des mineurs qui leur bousille les poumons. Sauf que là, on est sur une silicose qui prend feu. C'est pratique. C'est les résidus de charbine, donc ce fameux sable qui incruste un petit peu tout le monde. Donc ça peut être des mains qui prennent feu, ça peut être des poumons qui prennent feu, la gorge qui prend feu. C'est sympathique. Et on a donc ce fond de lutte des classes, et avec des gens qui sont très accrochés à leurs privilèges, et d'autres personnes qui, je pense, sont tellement abrutis de fatigue qu'ils ne s'en révoltent plus.
Et on se rend compte aussi que donc il y a cette fameuse guerre qui est un petit peu lointaine parce que le front c'est pas à côté, qui est en train d'être perdue, ce qui explique le fait que des enfants de forgiers peuvent être emmenés au front. Et il commence à y avoir des choses qui sont pas très claires par rapport à la mort de Atel. Atel, c'est le frère de Catholic. Je vais pas vous en dire trop, mais en gros, c'est vraiment plus bizarre que qu'il soit allé à la guerre et particulièrement au front. Euh, En tant que fils de forgier et surtout fils de magistrat, je pense que son père est avocat, quelque chose comme ça. C'est vraiment plus bizarre que ça ne semble l'être. C'est plus bizarre que les pauvres ils sont morts donc on commence à envoyer les fils des riches. Il y a autre chose. On est là. La deuxième partie, je trouvais qu'on plongeait vraiment dans des histoires de complot politique. À la fois au niveau du Vélast. Le Vélast, c'est un genre de. On peut appeler ça grossièrement un genre de syndicat qui est là pour soutenir les verriers, donc qui va soutenir qui va aider en fait les gamins à pouvoir être scolarisés en payant par exemple le salaire des NIC, qui va pouvoir filer une petite pension à Isven dont le père était verrier et qui est maintenant orphelin, donc de manière à ce qu'il puisse manger, tout simplement, et étudier. Parce que Isven, en plus, Isven, le truc qui est très intéressant, je fais une petite parenthèse sur lui, c'est qu'il a vraiment le cul entre deux chaises d'être un gars qui était un fils de verrier, qui a manipulé le verre aussi, et qui est tellement intelligent, tellement cultivé, qui a un tel potentiel qu'il est parti pour devenir forgerie. Parce que ils ouvrent une petite porte comme ça, histoire de dire, bah, vous voyez, on favorise quand même l'instruction des pauvres en les accueillant dans notre université. Bien sûr. Mais Isven, il a vraiment le cul entre deux chaises parce qu'il aspire à... il a un côté très... il veut expérimenter, il veut s'améliorer, il veut apprendre plein de choses. Ce n'est pas que de la reconnaissance sociale, on a vraiment aussi une quête du savoir, du savoir-faire, de l'apprentissage. Et je trouve que c'est un personnage qui est super intéressant, Isven. Mais les trois, hein. Et je reviens sur le Vélast. Donc le Vélast, il va filer un coup de main en fait à ses membres. Il y a aussi une milice du Vélast, si je me plante pas, on l'appelle la milice du quartier des Saules. Si je me plante pas, hein. C'est peut-être un peu plus complexe que ça. Mais ils ont un système en gros de sécurité et ils ont un certain pouvoir, mais il y a aussi une partie de ce pouvoir-là qui n'est pas autorisée par les forgiers, parce que c'est les forgiers qui sont au pouvoir, hein, et les barons Tessons. Donc les barons Tessons, c'était les anciens aristocrates qui étaient forgiers, mais dont la fortune est finie et qui ont été écartés du pouvoir au profit des nouveaux forgiers qui sont maintenant plus ou moins des bourgeois. Donc c'est les aristocrates n'ont plus de pouvoir, les bourgeois ont pris le pouvoir. Et ils s'y cramponnent sérieusement. Et on va avoir comme ça plusieurs organisations, donc officielles et quelques un peu officieuses qui vont un petit peu se batailler. Je trouve qu'on a beaucoup, le world building dans la deuxième partie a beaucoup servi toutes ces histoires de complot politique, avec notamment une compréhension plus importante du rôle de l'art noir et du rôle de la charbine. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Peut-être que les études d'Isven vont aborder des choses qui sont un petit peu border par rapport à ce qui est enseigné habituellement. Sauf que, ben, en fait, il est soutenu par son prof. On va peut-être aussi avoir un petit poil de magie parce qu'on a un personnage qui semble pouvoir changer d'apparence. Moi j'ai plus compris qu'il était illusionniste plus un illusionniste en fait qui modifie en quelque sorte son apparence, sa façon de se tenir, etc. que quelque chose qui change de forme comme un change-forme, hein, comme on peut le voir des fois dans des contes. Et je trouve que, en fait, ah oui, puis surtout,
Je crois que c'était pas le cas dans la fin de la première partie partie de ce vlog lecture. Les trois personnages se sont rencontrés. Katlik, Enik et Isven. Et quand ils se sont rencontrés, qu'ils ont pu échanger des informations, etc., le niveau de danger est monté d'un sérieux cran. En gros, c'est vraiment le fait que la quête de Katlik pour savoir ce qu'étudiait son frère, pourquoi il est mort, etc. Ça vient rencontrer les études d'Isven aussi. Ça vient rencontrer aussi les implications de Enik, simple institutrice, mais très bien placée dans ce fameux Vélast. Ça, tout en fait vient coïncider. Le truc que je trouvais très chouette d'ailleurs, c'est que leur chapitre commun, il s'appelle le Creuset. Je trouvais ça vraiment très chouette. Donc je sais pas exactement où on s'en va, parce que c'est un livre de un peu plus de 600 pages, à peine plus de 600 pages. Et là, on est à la page... Il nous reste en gros un peu plus de 150 pages à lire. Donc je sais pas où on s'en va, mais j'ai hâte de savoir. Mais on s'en va clairement sur quelque chose où il va y avoir une explosion au niveau de... entre la guerre qui a l'air de se rapprocher, les tensions entre les riches et les pauvres grossièrement et entre les différentes factions. On a des riches qui commencent à quitter la ville parce que peut-être parce que la guerre s'approche, peut-être parce qu'il y a plus ou moins des risques d'explosion réelle, de gens qui mettent des explosifs, des trucs comme ça. Et ça commence sérieusement à craindre du boudin parce que des personnes qui avaient l'air protégées commencent à avoir peur. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'il y a des personnages aussi qui étaient venus pour délivrer une information, qui ont l'air d'avoir été... qui ont l'air d'avoir fui et d'avoir réussi leur fuite et d'avoir semé quelques cadavres au passage. Donc, je suis toujours aussi motivée et on se retrouve dans 3 semaines pour la dernière partie où je vous donnerai un avis plus global. Mais en tout cas, ça c'est sûr et certain. J'ai toujours pas acheté Le Sang des Princes, mais je lirai Le Sang des Princes peut-être à la rentrée. Alors, Le Sang des Princes, je dis juste rapido en passant, ça a pas l'air du tout de se passer au même endroit. C'est sûrement dans le même univers, mais rien que les noms, ça a pas l'air de se passer avec les mêmes personnes, ni le même endroit. Je sais pas si c'est la même époque, mais à voir. À voir en tout cas. Je suis très motivée en tout cas. C'est un livre que j'aime beaucoup. J'aime toujours autant la plume. Je vais voir si j'ai des petites choses à vous lire. J'ai la description la description d'un soldat qui va revenir du front. La silhouette qui clopinait le long du quai avait des scories de son ancien visage, et c'était tout. En lieu d'une ancienne crinière brune aux reflets roux, des mèches grises éparses piquaient son crâne entre deux pelures. À sa droite, les engelures avaient dévoré le pavillon de son oreille. Une barbe maladroitement taillée avait blanchi en pointillé comme un damier. Sans aucun bagage, enveloppé dans une couverture de lin, il portait les débris d'une livrée de soldats dont plus rien ne se voyait, ni couleur, ni écusson, ni trace de sang. Contrairement à beaucoup des ombres qui émergèrent des entrailles du voilier, il avait 2 jambes et 2 bras. Je viens de le finir, c'est pour ça que j'ai les yeux qui brillent un peu, parce que c'est pas la happy end de Total, ce qui est assez logique aussi dans ce type... Enfin, on est quand même sur un livre qui parle de révolte, de guerre, donc évidemment, ça finit pas en faisant des tartes au citron. Donc, c'était une très 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 belle lecture, je suis super contente de l'avoir faite. Si je pouvais résumer un petit peu ce livre en posant des questions, au-delà des thématiques, c'est qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour conserver leurs privilèges? Qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour s'élever socialement? Est-ce que quand on s'élève socialement, on oublie l'endroit d'où l'on vient, les gens qu'on fréquentait avant? Est-ce que quand on s'élève socialement, on est accepté par le nouveau milieu que l'on intègre? Ou est-ce on a toujours le stigmate de l'endroit d'où l'on vient? Et
Enfin, c'était vraiment top. C'était vraiment une super histoire et ça parle pas que de ça non plus, parce que ça parle aussi de quelque part de révolte et de ne rien lâcher. Ne rien lâcher, pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, donc du côté des pauvres, donc les ouvriers, les verriers, etc., c'est des gens qui subissent l'oppression des forgiers, donc des nobles ou surtout maintenant des bourgeois qui ont pris la suite des nobles. Et est-ce que se révolter, est-ce que c'est faire des compromis? Est-ce que faire de la politique, justement, est-ce que c'est faire des compromis, par exemple? Et je trouve que ça renvoie pas mal d'écho aux périodes de révolution industrielle, aux périodes de lutte des classes, etc., des, les luttes sociales, hein, tout simplement, qui ont pu traverser notre histoire, qu'on a connues, qui ont fait évoluer les choses et qui peut-être aussi ont contribué à institutionnaliser certaines choses, comme le code du travail, etc., des choses pour protéger les salariés, par exemple. Mais je trouve que c'est intéressant, en fait, parce que ça donne quelque part enfin là c'est mon interprétation, mais un avis un petit peu désespéré sur la politique. C'est pas un à quoi bon ou quelque chose comme ça, mais c'est un peu un tout ça pour ça. Quels sont les sacrifices qu'on est prêt à faire pour se révolter? Et parce que, ouais, c'est ça. Quels sont les sacrifices qu'on est prêt à faire pour se révolter? Euh, Quels sont les sacrifices qu'on est prêt à faire pour découvrir la vérité? Et comment peut-on supporter la vérité que l'on découvre? Est-ce que le mensonge n'était pas préférable? Je reste volontairement vague parce que sinon c'est ça, il y a un petit plot twist dans cette histoire-là. Et pour vous dire, en fait, il y avait certaines choses que j'avais pas forcément deviné exactement certaines choses, mais j'avais des soupçons à peu près aux bons endroits, qui n'étaient pas forcément sur les bonnes choses, comme je vous ai dit, mais j'avais quelques intuitions qui se sont révélées vraies. Mais il y a des choses aussi où je me suis fait complètement balader et je pense que vraiment, dans ce livre-là, il y a des choses qu'on ne peut pas deviner. C'est pas possible. Euh, Enfin, c'est vraiment pas possible. Et je pense qu'il y a quelques petites références en fait à la duologie que Romain Delplanque avait écrit auparavant. Donc c'est Le sang des princes. Le premier tome c'est L'appel des illustres et le deuxième L'éveil des réprouvés. Cette duologie c'est une histoire qui va concerner, je vous dis juste comme ça va pas vous ramener grand chose. Il y a deux personnages dans ce roman-là qui ont vécu une histoire 30 ans auparavant. Pas à cet endroit, ailleurs. Et donc c'est l'histoire du sang des princes. Et ces personnes... Enfin, quelque part, on va avoir dans cette histoire euh, un conflit très fort, un conflit très violent entre deux personnes. Donc un conflit personnel, peut-être autre chose. Je n'ai pas lu la dialogie, hein. Mais il y a un conflit entre deux personnes qui va nourrir quelque part, quelque part le conflit entre la lutte sociale en fait, le conflit entre les pauvres et les riches, grosso modo. Et quelque part, ça sert aussi cette fameuse guerre. Vous savez, là, depuis le début, je vous dis, Korost, c'est une île qui s'appelle Corsican, la capitale c'est Korost. La majorité de l'histoire se passe à Korost. Et ce conflit qui vient d'ailleurs, qui vient de personnages qui étaient sans doute en guerre en fait il y a une trentaine d'années, alimente ce conflit actuel. C'est un beau merdier en fait. Et je trouve que c'est extrêmement bien foutu parce que on a... je sais pas si on est tant dans du complot, enfin si on est quand même, si, on est quand même dans du complot, mais
On est sur quelque chose qui va être à plus petite échelle. Je suis obligée de comparer ça au trône de fer. Dans le trône de fer, si vous voulez, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que chacun a ses objectifs, ses motivations et les moyens d'atteindre ses objectifs. Évidemment, chaque personnage n'a pas les mêmes objectifs que les autres. Il y en a qui vont avoir de l'honneur, d'autres non, qui en ont rien à foutre. Ce qui fait que c'est un joli merdier, mais là c'est à l'échelle de 2 continents. Là, dans la ville au plafond de verre, on est surtout... On est à Coruscant, l'île dont je vous ai parlé, et on est surtout à Korost. On est vraiment... je dirais qu'il y a les 3/4 ou beaucoup plus... 90% de l'action qui se situe à Korost. Et là, en fait, on va voir plein de personnages qui vont avoir des envies différentes, qui ne s'accordent pas forcément aux envies des autres personnages, mais au bout d'un moment, je vous l'avais dit, on a Enic, l'institutrice, qui était l'institutrice d'Isven. On a Katlik, qui est la sœur d'Atel, qui est mort au front. Et on a Isven, le jeune transfuge qui était verrier et qui intègre l'université des forgers. Ces 3 personnes-là vont se retrouver dans cette fameuse révolte qui couve depuis le début de l'histoire. Sauf que Katlik, c'est quelqu'un de privilégié. C'est quelqu'un qui, a priori, n'a rien à voir avec une révolte, entre guillemets, ouvrière. Enic, elle était en plein dedans. C'est une institutrice, elle ouvre des écoles clandestines pour apprendre à lire aux enfants des verriers, mais aussi aux adultes verriers qui ne savent pas lire, les instruire. Et on a Isven qui était un gamin un gamin pauvre, qui est orphelin, qui est très débrouillard, qui est très intelligent, qui est brillant, qui lui a la possibilité donc de s'élever socialement. Ces 3 personnages-là qui ont des objectifs différents dans la vie de tous les jours, et bien quelque part, ils vont se rencontrer et leurs objectifs vont se modifier. Et je trouve ça chouette. Franchement, je trouve que c'est vraiment un très très bon livre. Ce livre-là va vous plaire si vous aimez les world building, les lores qui sont complexes, qui vous font réfléchir, où il y a plein de ramifications différentes. Ça va vous plaire. Si vous aimez aussi l'aspect un petit peu technologique, je pense qu'on est vraiment dans du steampunk. Il y a très peu de magie au final. Parce qu'au final, en fait, on parle d'une espèce d'énergie qui... C'est des batteries, leur truc, l'art noir ou la charbine. Quelque part, c'est des batteries, c'est des piles, ces choses-là. C'est l'électricité. Mais l'électricité, une pile, quoi, c'est une batterie. Il y a un petit peu de magie, quelque part. On a vu un moment un illusionniste, on a peut-être autre chose aussi. Si ça vous dérange pas de ne pas avoir aussi réponse à tout, c'est quelque chose qui va vous plaire parce que c'est quelque chose qui garde une part de mystère. Et alors, je sais pas si quelques petites portes qui sont restées entrouvertes comme ça, ce sont des choses qui sont abordées dans la duologie et qui sont expliquées là-dedans. Parce que on parle notamment de vétérans d'un même endroit qui reproduisent en fait le même type de choses face au même stimulus. Ils passent un petit peu en mode berserk en gros. Enfin, ils ne se contrôlent plus. Il y a une perte de contrôle, etc. Ça parle pas mal en fait du traumatisme des soldats. Et je trouvais que c'était super intéressant d'en parler parce qu'on n'en parle pas tant que ça au final. Et moi, c'est un truc qui m'intéresse, hein, comme j'ai le projet d'écriture de romance dans un contexte Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, on va parler des retours des soldats de la guerre. Et je trouve ça super intéressant. Et on est quand même... J'ai trouvé qu'il y avait un regard assez positif du côté des pauvres, qui s'organisent, qui sont solidaires
Et alors que du côté des riches, ils sont plus à se tirer dans les pattes et compagnie. Je voyais un truc comme ça. Euh, euh, Ça va vous plaire aussi, ce roman-là. Si vous aimez bien une plume qui est très fournie sur un plan du vocabulaire, je parle pas des mots qui sont inventés ou des noms qui sont inventés, parce que là on est dans un contexte de fantasy, donc évidemment, si je vous parle de Charbine, ça veut rien dire, mais il y a vraiment, on est sur un texte qui a des qualités littéraires. On est sur un texte qui a de la recherche en fait au niveau des phrases, des tournures de phrases, etc. Et c'est super cool, c'est vachement appréciable. Moi j'aime beaucoup, hein. Je suis quand même plutôt sensible à sa plume, donc pour ça je vous dis, je prends une carte de fidélité là. Mais oui, franchement, je trouve que c'est un texte qui a beaucoup de qualité. Il y a quelques portes qui restent ouvertes, mais moi ça me dérange pas qu'on n'ait pas l'explication par A plus B de tous les mystères de ce monde-là. Parce que on peut, par exemple, pour les histoires de soldats, on sait, on sait quel type de stimulus produit quel type de réaction, mais on ne sait pas pourquoi. Au final, on ne sait pas ce qui s'est passé sur ce fameux front. On ne sait pas. On sait juste que quand il y a ce stimulus, les soldats, ils passent en mode berserk. Tous ceux qui étaient sur le front. Et les personnages s'en sont rendus compte au bout d'un moment. Les soldats, on essaye de les soigner. Ils reviennent à eux, si vous voulez, après. Si vous n'avez pas besoin d'être totalement guidé dans un texte, parce qu'il y a des textes qui vont un peu vous prendre par la main et tout bien vous expliquer comme il faut, euh, c'est pour vous. Sinon, ça risque de vous apporter une petite frustration. Mais enfin, moi, franchement, je suis fan. Je suis fan. Je pense que je n'aurais pas lu ce livre-là dans le contexte d'une lecture commune où on avait un petit paquet de 60-70 pages à lire toutes les semaines. Je l'aurais bouffé en une semaine. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'aujourd'hui, j'ai lu plus de 200 pages aujourd'hui. Parce que j'étais un peu à la bourre. Mais ça, c'est sûr et certain. Chez moi, ça me provoque un... c'est ma cam. C'est complètement ma cam. Donc, si c'est ma cam, c'est peut-être la vôtre aussi. Enfin bref. Et c'est un texte qui me fait réfléchir sur la société, qui me fait réfléchir sur la place de la personne dans la société. J'ai essayé de trouver un peu les inspirations. Je crois que je vous avais cité qu'il y avait en remerciement, la ville au plafond de verre doit son existence au soutien enthousiaste, joyeux, pérenne et pour tout dire légèrement irrationnel de Dimitri Pavlovski des éditions de l'Homme sans nom. Donc Dimitri Pavlovski, c'est l'éditeur. Pour moi, c'est le fondateur de la maison d'édition. Malgré mes retards et mes états d'âme, malgré la taille que le livre atteignait, pour cela et pour le feu qu'il fait vivre dans la littérature de l'imaginaire français, qu'il soit infiniment remercié. Ce livre doit aussi son âme à tous les hurluberlus qui ont rêvé d'émancipation et dont les écrits me sont passés entre les mains, de Karl Marx à Louisa Yousfi, en passant par Gramsci, Friot, Fanon, Luxembourg, Veil et les autres, avec un petit coup de coude à Jacques Rancière qui aurait peut-être apprécié l'ambiance de l'école des gamins. Donc l'école des gamins, c'est l'école que Hennick fonde et qui est clandestine, qui n'a pas le droit d'exister et qui est destinée en fait à instruire les pauvres, les enfants comme les adultes. La culture appartient à tout le monde. Hein. Donc bref, très très belle lecture. Moi ça m'inspire, donc je vais commander la duologie. Si ça vous intéresse, que vous lisez sur Kindle, la duologie, elle sort en intégrale le 15 juillet. Je vais vous dire le prix. J'ai vu ça parce que je voulais la commander directement. La duologie, Le sang des princes, l'intégrale, donc les 2 tomes dont je vous ai parlé, sort sur Kindle au format... sort à 7,99 €. Ce qui est quand même pas cher pour 2 livres. Je vais m'arrêter là.
parce que je pense que je suis partie un petit peu dans tous les sens dans cette vidéo qui va être un petit peu longue. Je vous souhaite un très bon mercredi, passez une très belle journée. Pour ceux qui me suivent le week-end, on se retrouve samedi pour la lecture d'une troisième nouvelle des mémoires de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Et le dimanche, on continue la petite fadette de George Sand. C'est possible que le week-end, voire même, voire en semaine, je sois un peu à la bourre sur les vidéos, parce que comme il fait beau, ben on va pas mal se promener pour profiter du temps. Ce qui fait que je suis un peu plus occupée, je suis un peu plus à l'extérieur que d'habitude, donc on profite pour s'aérer un petit peu et je prends du retard sur ça, ce qui est pas grave. Très bonne journée à vous, à tout bientôt, lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!